Allez, on y est enfin, le combat final, la grande bataille, je suis prêt, my body is ready. Aujourd'hui, des rivières de sang vont couler, des montagnes seront brisées, des guerriers tomberont, et les haters de Korra mourront sous mes coups rageux. Aujourd'hui, on continue notre exploration de l'univers d'Avatar avec l'objet du crime pour certains et l'objet du culte pour d'autres. Aujourd'hui, on parle de la légende de Korra, et bordel de merde, ça va pas être simple. La légende de Korra est sans aucun doute à classer dans les séries à avoir le plus divisé le public, entre ceux criant à la trahison de l'univers d'Avatar et les autres criant au génie d'une réadaptation de l'univers d'Avatar dans un autre contexte, sans parler de sa fin bien prompte à faire exploser internet comme il faut. Je sais que de nombreuses personnes détestent Korra et c'est pour ça que je suis là, pour vous prouver que vous avez tort. Pour vous prouver que cette série fait honneur à son héritage, voire le surpasse à certains moments, aujourd'hui je vous prouverai que la légende de Korra est une putain de série de fous. Aujourd'hui je défendrai cette série face aux coups rageux de ses détracteurs. Aujourd'hui je vous prouverai que cette série regorge de bravoure, d'intelligence et de passion, et je la défendrai jusqu'au bout du stage en crevé. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come. And I'ma remain a soldier till the war is won. Chop, chop, chop. You don't flip. Chop, chop, chop. You don't flip. The Legend of Korra n'est pas une série pourrie qui dénature Avatar, c'est même pas une mauvaise série. Et je vais vous dire, je trouve même que sur certains points, elle fait mieux que son aîné. Oui, vous m'avez bien compris, je trouve que sur certains points, la légende de Korra est meilleure qu'Avatar, le dernier maître de l'air. Et je sais que cette phrase va me faire détester par pas mal d'entre vous. Mais avant d'analyser en profondeur, je pense qu'il faut mettre 2-3 trucs au clair. La majorité des suites sont détestées car elles s'éloignent trop de l'œuvre d'origine, ce qui fait que les fans de base sont souvent décontenancés par ce qu'on a fait de leur univers et ont du mal à accepter les changements effectués. Ce qui est d'autant plus vrai avec la saga Avatar dont les personnages proposent un très fort attachement émotionnel au spectateur, ainsi que son univers. Mais cet état de fait provoque aussi un certain immobilisme, combien de suites considérons-nous comme bonnes alors qu'au fond elles ne sont que des redites de l'original. Et là je vais vous demander de vous souvenir de Star Wars 7. Et la légende de Korra, c'est exactement à l'opposé de ce type de suite. Je vous demande donc, d'avant de commencer à rager sur cette série, de prendre un truc tout con en compte. Le dernier maître de l'air et la légende de Korra sont deux séries différentes. Oui, je sais, dit comme ça peut paraître très con et assez évident, mais pourtant il est de bon ton de rappeler ce simple fait. Les deux séries sont différentes et les créateurs le savent. D'ailleurs, ils le savent tellement bien qu'ils le font dire textuellement aux personnages. I'll never be the man you were. You are right. You are trying to hold on to a false perception of yourself. You are not me, and you should not be me. La légende de Korra est une série différente qui aborde des thèmes différents de manière différente, avec une construction de personnages différente. Ça n'est pas un décalque de son aîné. Bon, maintenant que ce petit fait est posé, attaquons-nous à la substantifique moelle avec un peu plus d'ardeur. The Legend of Korra est donc une série d'animation composée de 52 épisodes répartis en 4 saisons. À la base partie pour être une mini-série de 12 épisodes, elle a couru du 14 avril 2012 au 19 décembre 2014. La série se déroule dans l'univers d'Avatar, mais 70 ans après les événements de la série originelle, et raconte les aventures de Korra, la nouvelle Avatar, une jeune fille de la tribu de l'eau, au comportement, disons, explosif. You're the only ones who are gonna need a hospital, and for your sake, I hope there's one nearby. Break your fucking face tonight! Et on va déjà s'arrêter là parce qu'on vient de mettre un doigt sur l'un des principaux reproches faits à cette série. Korra catalyse à elle seule une immense partie des reproches faits à la série. On la trouve trop arrogante, trop sûre d'elle-même, n'écoutant pas les autres et tapant avant de parler. Et je tenais vraiment à commencer par ça parce que ça montre bien le problème que les gens ont eu avec cette série. C'est le principe du personnage que d'être comme ça. C'est justement sur cet état de fait que repose l'intégralité de la série. Korra est un personnage de premier abord antipathique, pour que son évolution soit encore plus flagrante. Et c'est aussi ça qui fait que cette série est une série fondamentalement différente de son aîné. Et ça peut se résumer en fait extrêmement facilement. Aang est quelqu'un de bien qui apprend à devenir un avatar. Korra est un avatar qui apprend à devenir quelqu'un de bien. Ce sont deux personnages qui partent d'un stade différent pour arriver à un stade différent.
Et je pense qu'une majorité de gens qui pourrissent Korra ne sont tout simplement pas rendus compte de ça. La série demande à son public un effort qui peut parfois être dur à fournir. La série demande à ce que son spectateur comprenne cette différence entre les deux avatars et la prenne en compte quand il ou elle regarde la série. C'est une série qui demande à son spectateur d'être attentif au chemin qu'elle emprunte et qui demande à ce même spectateur de faire la gymnastique intellectuelle nécessaire pour comprendre pourquoi Korra est ce qu'elle est et pourquoi elle doit être antipathique d'origine. C'est pas méprisant ou quoi de dire ça, c'est juste que le passage d'Avatar avec un Aang très attachant dès le début à une Korra qui ne l'est pas du tout a provoqué une scission entre les fans, certains s'arrêtant directement sur ce problème entre guillemets du personnage. Et puis tant qu'on y est à parler des personnages et de leur construction, il y a un autre point qui différencie fortement l'évolution des personnages entre Korra et Aang, et c'est ce que j'appellerais le ratio victoire-défaite. Et là on touche là aussi une des autres causes du désamour de Korra. Korra est un personnage qui évolue grâce à ses échecs. Sérieusement, Korra passe la série entière à perdre et à apprendre de ses défaites. Même lorsqu'elle gagne, la plupart du temps, elle en ressort salement amochée, voire carrément brisée par ses combats. C'est même là l'une des thématiques de la série, se battre pour ce que l'on croit, chuter encore et encore, mais toujours se relever et avancer. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Korra se fait détruire par ses combats, mais pour mieux se reconstruire et s'améliorer, et ainsi devenir pas seulement un meilleur avatar, mais aussi une meilleure personne. Y'a qu'à regarder la fin de la saison 3 pour comprendre le truc direct, parce que je vous signale que série pour enfants ou pas, le dernier plan de la série c'est quand même l'héroïne rendue paraplégique par son combat, qui finit en pleurs parce que le combat le détruit à la fois physiquement, mais aussi et surtout mentalement. Pareil, la saison 1 boucle quand même sur un suicide, c'est pas le truc le plus joyeux du monde. Et en même temps, quand on voit la tête des combats, on comprend l'état dans lequel finit Korra. Et bien sûr, la légende de Korra ne fait en aucun cas honte à son héritage sur ce point capital que sont les combats. Et même, elle en apporte d'autres. Je vais pas vous refaire un historique des différentes influences de chaque maîtrise, vu que je l'ai déjà largement abordé dans la précédente vidéo, même s'il est tout de même intéressant d'analyser les nouvelles inspirations apparues ici et là. Par exemple, les mouvements du pro-bending sont clairement inspirés de la boxe occidentale. Des coups rapides et assez secs, une garde haute et une mobilité accrue permise par des reprises d'appui très régulières. C'est un petit peu déroutant de base parce que l'univers d'Avatar nous avait habitués à des inspirations majoritairement orientales dans ses combats. Et au milieu de tout ça, le pro-bending faisait un petit peu tâche. Mais cela serait oublier que l'univers d'Avatar ne puise pas son inspiration uniquement dans l'esthétique et dans les arts martiaux des pays d'Asie, mais s'inspire aussi allègrement de leur histoire. Je vous rappelle par exemple que la guerre entre la Nation du Feu et le Royaume de la Terre s'inspirait des guerres sino-japonaises qui ont déchiré les deux pays de nombreuses fois dans leur histoire. Republic City nous montre ainsi une ville clairement inspirée par le Hong Kong des années 30 avec un soupçon de New York de la même période. Or à cette époque, Hong Kong était une ville extrêmement cosmopolite, avec une forte population anglaise, et dans leur bagage, les Anglais avaient notamment apporté en plus de leur bouffe étrange, leurs arts martiaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement la saga Ip Man dont je vous parlerai bien un jour, et notamment Ip Man 2 qui traite en partie de ça, même si c'est pas la même époque. D'ailleurs, cette inspiration d'époque se sent aussi au niveau de la musique. Et là, pas besoin de vous expliquer 30 ans, je vais juste vous laisser écouter ça. Sérieusement, on dirait la musique de Cowboy Bebop. Et d'ailleurs, en revenant sur le pro-bending, ce n'est pas non plus un style qui sort de nulle part dans l'univers de la série, car dans la diégèse de la série, c'est aussi un nouveau style. Regardez, c'est même Korra qui le dit. This is what I need to learn. Modern styles of fighting. Donc que le pro-bending soit visuellement inspiré de la boxe n'a rien de choquant en soi, ils sont juste respectés jusqu'au bout leurs influences. D'autant que comme les autres maîtrises, on sent que c'est un sport qui demande de l'entraînement à ses athlètes, avec ses propres règles et son propre monde. C'est pas un sport bidon inventé en 30 secondes qui sort de nulle part. Et ça fait un moment que je cause sur le pro-bending, mais comme c'est la plus grande nouveauté au niveau des combats, faut bien s'y attarder. Mais après, il y a d'autres petites inspirations de ci de là, comme par exemple les maîtrises parallèles type lave ou métal, mais rien de bien transcendant. Par contre, la maîtrise du métal est assez intéressante. La maîtrise du métal est basée sur deux arts martiaux. Tout d'abord le Tsugar, qui est aussi appelé le style de la montre religieuse du Sud, mais il est aussi mêlé avec diverses techniques militaires modernes. Et pour le coup, c'est même logique dans la diégèse de la série, puisque je vous avais déjà dit que le style utilisé pour Toph était cette même montre religieuse du Sud. Il est donc logique que son style et ses mouvements se retrouvent dans la maîtrise qu'elle a créée, tout autant que le fait que la série se passe 70 ans plus tard explique pourquoi la maîtrise inclut désormais des mouvements plus modernes. Par contre, au niveau inspiration cool, je retiendrai beaucoup plus ce personnage, que je vais appeler Dark Korra parce qu'il est jamais nommé, qui utilise le style de l'homme Eve que j'ai toujours trouvé super classe. Et qui pour info est le style originaire du célébrissime Jackie Chan. Mais les combats de Korra ne sont pas une simple redite de ceux de son aîné. Déjà, on sent que la série dispose d'un budget beaucoup plus conséquent que son aîné. Parce que oui, les premiers combats d'Avatar c'était quand même un petit peu la misère. A l'inverse, Korra possède des combats très impressionnants, et ce dès le début de son intrigue.
des combats plus impressionnants mais aussi mieux filmés. Par exemple, la série fait ce que ne faisait jamais Avatar alors que pourtant c'est super classe, des combats en plan séquence. Bon, je suis pas objectif là-dessus mais je suis un grand fan de plans séquences sur des combats pour la simple et bonne raison que ça rend l'action encore mieux visible. Aucun cut ne vient prendre le risque de te perdre dans l'espace et c'est ultra lisible. Et surtout, bon dieu de merde, qu'est-ce que c'est classe. Mais malgré la modernisation de son univers et notamment de Republic City, la série n'en oublie pas pour autant ses origines et ses références, notamment toutes les références qui tournent autour des noms. Et pour aborder ces références, je citerai principalement deux personnages que sont Tenzin et Pema. Tout d'abord parce que Tenzin est le nom d'une personne que je pense vous connaissez tous, un vieil homme sage qu'on appelle le Dalai Lama et qui est né de son vrai nom, Tenzin Gyatso. Gyatso étant également le nom du moine qui éleva Aang. Le nom Pema quant à lui est une énorme référence à Pema Chodron, une moniale bouddhiste ayant écrit énormément de livres. Et oui, le féminin de moine, c'est monial, vous coucherez moins bête ce soir. Certains combats sont vraiment ultra impressionnants, déjà par leur côté dantesque, mais aussi par leurs enjeux. Et là aussi, c'est un point où la légende de Korra se montre supérieure au dernier maître de l'air. Les combats et les enjeux sont beaucoup mieux gérés que dans Avatar. Dans Avatar, dès le premier épisode quasiment, on sait qu'il y a un grand méchant bien défini en la personne du Seigneur du Feu, Ozai. On savait donc de base que Aang allait finir la série sur un combat contre lui. Et de ce fait, tous les autres combats peinent à mettre en place des enjeux forts, vu que l'on sait que Aang va gagner, ou à défaut de gagner, s'en tirera quand même pour pouvoir combattre Ozai à la fin. Les combats les plus forts, on est vraiment inquiet pour nos personnages, étant relégués aux personnages secondaires. Sauf que Korra dispose de deux différences fondamentales sur ce point qui rendent ses combats beaucoup plus intenses que son prédécesseur. La première, c'est que à la différence de Aang, Korra dispose de plusieurs méchants qui sont chacun présentés comme très dangereux. Mais surtout, c'est que Korra n'avait pas une durée définie. Je m'explique. Dans le dernier maître de l'air, on savait que le combat de fin de la série serait celui contre Ozai, et qu'après la série serait terminée. Mais dans Korra, quand on arrivait au dernier combat de la saison contre le grand méchant, on savait pas ce qu'il y aurait après, on savait même pas s'il y aurait un après. Du coup, chaque combat de fin de saison était potentiellement le dernier combat de la série. Voire peut-être le dernier combat de la saga entière. C'est pour ça qu'ils ont tous un enjeu aussi fort, parce que ce sont des combats qui pouvaient mettre potentiellement fin à la série. Même si, en disant ça, je suis conscient que je ne ressens ça que parce que j'ai connu la série quand elle sortait. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est un peu plus dur de ressentir ça devant. Surtout que vous avez peut-être remarqué, mais quand même, chacun des combats concerne quasiment toujours le cycle de l'Avatar de près ou de loin. Et d'ailleurs, quelle magnifique passerelle pour aborder la plus grande qualité de Korra, c'est méchant. Les méchants de la légende de Korra sont indéniablement sa plus grande qualité. Tout simplement parce que c'est via ces méchants que la série explore cette thématique. Chaque adversaire de Korra ne sera pas qu'un simple ennemi qu'il faut mettre à bas. Chacun de ces adversaires représente une idéologie poussée dans ses extrêmes. Amon représente le communisme, Unalaq la théocratie, Zahir l'anarchie et Kuvira enfin le fascisme. Et je peux enfin parler de ce qui fait pour moi la plus grande différence entre Avatar et la légende de Korra. Avatar est un récit de guerre qui s'intéresse aux conséquences de la guerre sur les populations civiles. Et la légende de Korra est une série qui traite de la déviance idéologique. C'est une série politique, ou tout du moins qui place la politique au centre de ses thématiques. Chaque méchant exprime une idéologie et a un but bien défini en lien avec cette idéologie. Et contrairement au dernier maître de l'air qui a des méchants plus classiques comme Ozai qui ne veulent faire le mal que pour faire le mal, exception faite de Azula qui elle est juste complètement ch'tarde, les méchants de Korra ont un but qui n'est pas forcément mauvais de base. Amon veut plus d'égalité entre les maîtres et les non-maîtres, Zahir veut rendre sa liberté au peuple, Kuvira veut restaurer l'équilibre de son pays et Unalaq veut ramener les esprits. Oui, je sais, la saison 2 est vraiment en dessous des autres et Unalaq est le plus mauvais des méchants justement par le fait qu'il ne se bat ni pour une cause ni pour une idée mais un méchant très manichéen. De toute façon, la série qui a conscience d'être une série à destination de la jeunesse explicite ce fait de façon très claire. Et de plus, elle le fait via le personnage qui représente la sagesse dans la saga. Mais même si les antagonistes poursuivent un but qui de base peut sembler plutôt bon, c'est les moyens qu'ils utilisent pour mener leur projet à bien qui font d'eux des méchants. La série nous montre que tout système peut tomber dans l'excès et basculer dans la tyrannie, mais aussi que chaque action politique inclut des conséquences qui peuvent parfois se révéler désastreuses. Ce qui nous est montré par les deux meilleurs méchants de la série qui, bien que idéologiquement totalement opposés, sont tout de même liés de par leur histoire et thématique. En tuant la reine de la terre, Zahir semble en effet libérer le peuple de la ville en brisant les murs qui hiérarchisaient la population et en tuant le tyran en haut de la pyramide de pouvoir. Malheureusement, le fait de n'avoir absolument rien prévu derrière comme alternative politique fit que le pays tomba dans l'anarchie la plus totale. Et c'est cette anarchie qui permit l'avènement de l'exact opposé de ce que Zahir voulait.
un tyran encore plus implacable en le personnage de Kuvira. Et là, pause sur le personnage de Kuvira, juste pour dire qu'en plus d'avoir la méga classe, elle est doublée par Zelda Williams, la fille du à jamais regretté Robin Williams. Thank you, boss. Thank you. Mais vraiment, hein, Kuvira est l'une des meilleures méchantes que j'ai vues de ma vie. Bon, déjà, elle a la classe atomique, hein. Mais surtout, le personnage dégage vraiment une putain de noblesse. Et ça, mêlé à sa rigueur militaire, ça en fait un personnage vraiment attachant et complexe. Then you leave me no choice. You have 24 hours to agree to join the Empire, or we take the city by force. C'est avant tout une femme voulant le bien de son pays qui malheureusement s'est laissée emporter par son objectif, qui l'a fait sombrer du mauvais côté. Mais un truc qui me fait dire que c'est un excellent méchant et surtout un excellent personnage, c'est que l'on pourrait parfaitement imaginer une Kuvira gentille avec exactement, et je dis bien exactement, le même personnage. Genre, imaginez une saison 4 totalement différente où l'on verrait le personnage de Kuvira batailler politiquement pour sortir son pays de la monarchie et qui se battrait pour le bien des siens. Et bah, ça serait quasiment le même personnage, avec le même comportement, mais juste qui aurait pris des décisions différentes. C'est là, ça selon moi, que l'on peut reconnaître un bon méchant. Son objectif et ses motivations sont bonnes. Et s'il n'avait pas plongé du côté obscur, son chemin aurait parfaitement pu être celui d'un allié des héros. C'est d'ailleurs pourquoi Korra finit par la pardonner en fin de série. D'ailleurs, Kuvira n'est pas un personnage sortant de nulle part non plus, puisque la série l'introduit dès la saison 3, bien que ce soit assez discret. Là et là. I owe you my life. Thank you, Captain. You can call me Kuvira. Et même derrière ça, la série ne nous présente pas non plus un système politique qui serait supérieur aux autres, parce que Republic City n'est pas non plus exempte de défauts politiques, que ce soit le conseil qui se résumait à Tenzin et Tarlok ayant le don de parole et les autres derrière qui étaient juste des putains de figurants, laissant ainsi se prendre des décisions totalement extrêmes sans broncher d'un poil, Tarlok qui sait parfaitement utiliser la presse à son avantage pour manipuler l'opinion, ou encore le président Raiko qui semble plus intéressé par sa place dans les sondages que par le fait que l'Avatar ait sauvé son cul, sa ville et le monde le tout en même temps. Oh, I'm sorry. Did I put you in a difficult position by fighting the giant force of pure evil that was going to destroy the whole world? Mais à côté de ça, la série n'oublie pas son héritage et nous fait comprendre que la Grande Guerre a laissé des traces politiques. Et là aussi, on va faire une petite pause. Parce que celle-là, bordel de nom de Dieu, on peut dire qu'on l'attendait. Bien que la série se soit émancipée du dernier maître de l'air, elle ne pouvait pas mettre de côté les répercussions de la guerre de 100 ans. Il y a trop de questions que ça laisserait en suspens, trop de choses impliquées, trop de tout. Et puis surtout, merde quoi, on veut savoir aussi. La série nous avait déjà fait un énorme troll dès son premier épisode avec le coup de la mère de Zuko. Alors celui-là, ils allaient nous le laisser quand même. The Fire Nation has spent too much of its history fighting nonsense wars, and I refuse to drag my nation into another one unless there's no other choice. If you attack Kuvira, you'll do it without my army. Ok. Alors, donc, une phrase. Une seule petite phrase. En une phrase, les mecs ont réussi. Putain, en une seule putain de phrase, ils ont réussi à aborder correctement et à nous faire comprendre toutes les conséquences politiques d'un conflit vieux de 70 ans. Ça, c'est du talent. Surtout déclamé par la fille de Zuko qui, oh mon dieu, mériterait presque sa propre série à elle, tellement elle a la classe. Mais bien que l'aspect politique soit celui le plus mis en avant par la série, vu qu'il est suivi pendant les 4 saisons, ce n'est pas la seule thématique importante à être abordée. La série croule sous les thématiques fascinantes, comme par exemple le syndrome post-traumatique, quand Korra se retrouve brisée par ses combats, mais aussi tout ce qui traite de la rééducation et de la force mentale que cela demande. Plus de la moitié de la saison 4 se consacre quand même sur la rééducation d'une Korra complètement brisée par ses combats. Contrairement à Aang qui se remet grosso modo assez vite de son propre traumatisme. Korra, elle va galérer comme jamais et véritablement souffrir pour se remettre de tout ce qu'elle a pris dans les dents. Bon, à côté de ça, ça paraît méga obvious, mais niveau place des femmes, cette série c'est quand même le must du must. Bon, déjà il y a Korra, hein, l'héroïne, la classe, tout ça. Asami, bon bah globalement c'est Iron Man en femme, même si, bon le plus évident, ça reste quand même tous les membres de la famille Beifong, qui est juste le clan matriarcal le plus badass du monde. Toph, Lin, Suyin, Kuvira, c'est les femmes les plus classes que j'ai vues de toute ma vie, toutes séries confondues. Même Opal, qui paraît toute gentille, en fait c'est aussi un lascar. Je crois que quasiment toutes les femmes de la série sont des putains de badass. Et ça, c'est vraiment un truc propre à la saga. Y a pas un personnage féminin qui soit pas badass, parce que quand même, je vous rappelle qu'on a eu la fille garçon manquée, la femme mariée, la femme solitaire, la femme militaire, la femme guerrière, la femme jeune, la vieille, la gentille mignonne, la révolutionnaire, la travailleuse, la femme au foyer, la chef d'état, et je le répète, mes bordels de merde, qu'est-ce
qu'est-ce que Izumi est classe. Puis même au niveau de la représentation, c'est classe, parce que quand même, c'est pas dans toutes les séries que vous verrez des nanas taillées comme ça. Faut dire que quand tu vas tirer tes inspirations visuelles de combattantes de MMA pour tes personnages, tu te retrouves forcément avec des combattantes qui ressemblent vraiment à des combattantes. Traduction, il y a du muscle, bordel de merde. Et il y a tout plein d'autres thématiques dont je meurs d'envie de vous parler, mais ça prendrait vraiment trop de temps. Et de toute façon, chaque saison a ses propres thématiques et parfois elles ne sont pas liées à Korra. Par exemple, la saison 2 est bien plus importante pour tout ce qui tourne autour de la famille de Tenzin. Et en fait, quand on y pense, la saison 2 traite principalement d'histoires de famille. Because you seem to have some grandiose delusion that we had a perfect, happy-go-lucky childhood. Guess what? We didn't. Mais les personnages là-dedans, me direz-vous, parce que c'est là aussi une des critiques récurrentes faites à cette série. Ces personnages seraient moins intéressants et plus énervants que son aîné. Alors, c'est vrai, je l'accorde, on n'échappe pas à quelques défauts, mais je rappelle que le nombre de personnages est quand même autrement plus conséquent que dans Avatar. Par exemple, moi c'est Milo, je ne supporte pas ce gamin, c'est une horreur. Mais globalement, les personnages sont plutôt bons, voire carrément excellents. Par exemple, Bolin me fait beaucoup plus rire que Sokka, mais bon après ça c'est subjectif. Tous ont leur petite histoire et souvent ils auront droit à leur épisode consacré ou alors à une histoire filée durant plusieurs épisodes, voire saisons. Par exemple, c'est le cas de toute la relation Varrick et Zuli. Varrick qui est par ailleurs le personnage le plus débilement déglingué du bulbe de toute cette série. Ce mec est absolument génialissime. You're working for Kuvira. You don't get to quit. Allahu Akbar! I can't believe he actually blew himself up. Ou encore l'histoire des Beifong qui est définitivement la famille la plus badass du monde. Mais tout de même, si je suis dithyrambique sur cette série depuis tout à l'heure, je n'ai pas pour autant oublié mon esprit critique et je conçois que la série a ses défauts, notamment sur les personnages. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup de personnages dans cette série, je les trouve pour la plupart très bien écrits. Mais si j'ai pu aimer autant de personnages, c'est qu'il faut dire que j'ai quand même eu le choix. Parce que là est l'un des défauts de la légende de Korra. Il y a trop de personnages et de ce fait, certains sont totalement sous-exploités. Genre Kaya. Je sais pas pour vous, mais pour moi, cette meuf, elle est transparente. Pareil pour Pema, qui ne sert promptement à rien à part accoucher en plein milieu d'une attaque, histoire de mettre tout le monde bien dans la merde. Mais le must du must, ça reste quand même le général Hiro, qui bien que doublé par l'acteur qui doublait Zuko dans Avatar, ne sert concrètement qu'à servir à rien. Si, regardez, je vous jure. Il arrive à Republic City pour la sauver, ça ne sert à rien, puisqu'il se fait fumer en 2 secondes. Il aide Korra à reprendre la ville en volant en avion, ça ne sert à rien, il se plante son coucou en 3 secondes plus tard. Et le must du must, il veut aider Korra à reprendre le pôle, mais ça ne sert à rien, puisqu'il est bloqué avant même la fin de sa phrase par Raiko qui l'empêche de partir. À quoi sert ce mec? Boomy lui aussi se fait souvent critiquer, mais perso je trouve le perso très fun et bien barré. Il faut vraiment croire que le nom de Boomy rend taré. Et puisqu'on est dans les défauts, autant y rester avec ceux qui sont selon moi les 2 plus gros défauts de la série. Et le premier qu'on va évacuer rapidement puisqu'on en a déjà parlé, c'est la saison 2. Bon dieu de merde, la saison 2. C'est sans aucune hésitation la saison la plus chiante de la série, voire de l'entièreté de la saga Avatar. Même si tout de même, la saison reste intéressante pour les 2 épisodes qui racontent l'histoire de l'Avatar One, qui de par leur style graphique et leur scénario, sauvent la saison du complet désastre. Ah non, mais sans déconner, One défonce tout. Sans rire, ces 2 épisodes sont tellement énormes que la saison vaut le coup rien que pour ça. Il nous faut comprendre ce qu'est réellement le cycle de l'Avatar et ce qu'il implique, et surtout que le combat que mène l'Avatar est un combat difficile et quasiment impossible à mener à bout. L'Avatar se bat pour une utopie, et les créateurs en ont conscience, c'est pourquoi le dernier épisode de One finit comme ça. I'm sorry, Rava. I failed to bring peace. Even with Batu locked away, darkness still surrounds humanity. There wasn't enough time. Mais sinon le reste, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant! Bon, ok, j'abuse, mais on n'est clairement pas au niveau du niveau général. Déjà, ne serait-ce que par le fait que le méchant soit le moins intéressant de tous. Chaque méchant est censé représenter un système politique qui a mal tourné. Alors théoriquement, Unalaq devrait représenter la théocratie. Mais pour le coup, je suis désolé, il représente pas du tout la théocratie. Là, c'est juste une quête de puissance d'un dictateur qui a envahi un pays allié pour asseoir son hégémonie. Ce qui en effet le rapproche plus d'un Hitler, ce qui rend le tout encore plus bancal, parce que faire un tel parallèle pour le méchant le plus manichéen de toute la saga, c'est quand même un petit peu limite. De plus, la saison 2 en particulier, mais c'est un défaut récurrent à toute la série, est minée par de trop nombreuses histoires d'amour, et notamment le triangle amoureux assez chiant qui se forme entre Korra, Asami et Mako. Même si je pense que ce triangle serait moins chiant si Mako était plus intéressant, parce que c'est quand même le perso avec le moins de charisme de la saga. En fait, on sent que le personnage est là pour une seule raison, paraître cool et badass. Mais le petit problème qu'il y a, c'est qu'il y a déjà un personnage qui s'appelle Korra, et qui est déjà plus cool et plus badass que lui. Du coup, ça fait un petit peu doublon. Et tant qu'on est sur les histoires d'amour, on va y rester un petit peu. Parce que oui, si je dois parler des romances dans cette série, je suis bien obligé d'aborder le cas Korra-Sami. Alors celui-là, on peut dire qu'il en aura fait gueuler.
Parce que oui, vous le savez certainement, mais la fin de la légende de Korra nous montre que Korra et Asami finissent ensemble. Oh mon dieu, la blase que c'est que de devoir parler de ça. Sérieusement, le truc a carrément créé une scission entre les fans de Korra. Il y avait ceux qui approuvaient le couple, on va dire, ceux qui désapprouvaient le couple parce qu'ils trouvaient que ça sortait de nulle part, et ceux qui désapprouvaient cette fin parce que, oh mon dieu, représenter des sexualités alternatives à l'écran, mon dieu, quelle horreur, sacrilège et hérésie, tout ça. Bon, vous m'en voudrez pas de mettre la manif pour tous de côté pour qu'on se concentre sur les deux groupes qui restent. Et en fait non, parce que ce débat me fait chier, donc je vais juste le boucler une bonne fois pour toutes. 2 jours après la fin de la série, les créateurs ont diffusé une lettre que je vous mettrai en lien, où ils expliquent que oui, elles sont bien ensemble et que oui, ils les avaient pensées ensemble depuis le début de la série, le tout assaisonné d'un petit artwork qui devait boucler les débats. Et quant à ceux qui disent que ça sort de nulle part, eh bah ils ont pas totalement tort. Mais quand même un petit peu. Et pourtant j'adore ce couple, je faisais partie de ceux qui l'avaient prédit. Mais en fait, il faut savoir que si vous trouvez que le tout fait un petit peu sorti de nulle part, c'est totalement de la faute de Nickelodeon pour le coup. En effet, selon les créateurs, il était prévu depuis le début que les deux finissent ensemble. Mais Nickelodeon les a forcés à censurer parce qu'ils chiaient dans leur froc à l'idée de montrer ça. Tout comme le fait que la série était censée se terminer sur un baiser entre les deux, mais que Nickelodeon a encore fait ingérence et qu'ils ont dû censurer. Ils sont donc allés dans le plus subtil, c'est vrai. D'ailleurs, c'était pas la première fois que Nickelodeon leur faisait ça. Il y avait déjà eu le coup de l'épisode des flashbacks, mais on peut aussi remonter carrément plus loin avec la création de Korra qui avait carrément failli annuler la série parce que Nickelodeon pensait que montrer une femme héroïne ça allait pas plaire. Une monumentale connerie bien sûr démentie par les projections test où les enfants disaient bien qu'ils s'en foutaient totalement que Korra soit une femme tant qu'elle est badass. C'est quand même pas dur à comprendre. Bon voilà qui est fait une bonne fois pour toutes et j'espère qu'on en reparlera plus jamais. Mais quand même j'ajouterais que même si vous trouvez que le couple manque de développement, admettez que c'est quand même bien que les sexualités alternatives soient représentées de cette façon dans un divertissement à destination de la jeunesse. Mais sans déconner, à ceux qui disent que les créateurs ont fait ça pour le fan service. Vous voyez pas que ces mecs bossent par passion? Vous voyez pas qu'ils s'en foutent du fan service? Sans déconner, combien il y a de personnages féminins dans cette putain de série? Vous croyez pas que s'ils avaient voulu foutre une romance LGBT là-dedans, ils l'auraient pas fait avant? La série respire la passion, il y a qu'à voir l'épisode flashback. Nickelodeon leur avait demandé de virer une partie de leur team pour baisser les coûts de production. Et les mecs, pour pas avoir à se séparer de leur équipe, ils ont préféré risquer de s'aliéner leurs fans avec l'épisode flashback. Et tout le monde déteste les épisodes flashback. Ils ont même profité de l'occasion pour revenir sur les thématiques abordées par la série pour pas que ce soit un épisode perdu. Vous croyez vraiment que des mecs prêts à mettre une romance sortie de nulle part uniquement pour du fanservice feraient ça? Je pense pas. Et même au-delà de ça, cette série a toujours été faite avec énormément de respect. Même au niveau de la musique. Parce que oui, la musique de Avatar est totalement dingue. Notamment le thème de l'Avatar de Korra qui est peut-être un des thèmes les plus badassement cool que j'ai jamais écouté. Et ce qui est génial, c'est que pour faire ces thèmes, pour faire ces musiques absolument géniales, ils sont allés chercher des instruments traditionnels. Et franchement, c'est tellement beau de voir une série mettre en avant des choses totalement inconnues comme ça. Parce que ce type d'instrument, ça peut vraiment donner des musiques magnifiques. Genre, regardez-moi ça. Et c'est sur ces belles notes de cette magnifique musique que je conclurai. Korra est un monument de l'animation, la série Avatar est un monument de l'animation, tout est parfait de A à Z. Ça c'est une série qui prendra pas votre enfant si vous en avez un pour un con. Ça c'est intelligent, ça leur apportera de grandes et belles leçons. Avatar donnera à vos enfants les meilleurs héros et modèles que vous pourriez leur trouver. Alors va te cacher Disney, toi et tes héroïnes aux chansons insupportables. Rentre chez toi et apprends du maître. Avatar fera de vous une meilleure personne parce que c'est fait pour ça et que c'est bon à ce point. J'espère vous avoir convaincu de la qualité de cette série et de vous avoir transmis un peu de la passion qui m'anime quand je la regarde. Mais même si après tout ça vous détestez toujours Korra, rappelez-vous que même si notre avis sur cette série diverge, nous aimons tous profondément l'univers d'Avatar et que c'est ça qui compte au fond. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.